Donc pour cette dernière session sous une forme de questions, les CHU doivent-ils s'occuper de l'homme apparemment sain? Trois interventions en forme d'éclairage pour répondre à cette question, en commençant à tout seigneur, tout honneur, par Benoît Vallée, directeur général de la santé, sur l'axe prévention dans la nouvelle stratégie nationale de santé. Benoît, tu as la parole. Merci Catherine. Bien, c'est un plaisir d'être parmi vous pour traiter de ce sujet que les trois conférences ont concocté. Je reconnais aussi la patte de François-René Pruvot, puisqu'il a mis assez subtilement « doivent-ils s'occuper de l'homme apparemment sain ?» Moi, j'ai envie de traiter, et après tout c'est mon droit, de l'homme sain. On parlera néanmoins de l'homme apparemment sain, mais je pense qu'il faut parler de l'homme sain aussi. Alors, je salue évidemment les trois présidents des conférences. Je vous remercie de m'accueillir. Donc, Jean-Luc Dubois-Randé, conférence des doyens, Jean-Pierre De Witt, conférence des DG de CHU, et puis Michel Clodon, président de la conférence des présidents de CME de CHU. Alors, à Marseille, il y a 3 ans, pour les assises, les 14e du nom, je m'étais risqué sur l'exercice d'introduire la prévention pour les CHU. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi je m'en souviens très bien. Et j'avais eu le sentiment d'être un peu décalé à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve que je suis bien dans le ton. Donc il me semble qu'au cours de ces 3 années, il s'est certainement passé quelque chose. On avait évoqué évidemment, puisque c'était le thème, l'excellence. Donc l'excellence du soin, l'excellence de la recherche et bien sûr l'excellence de la formation. Et on verra que pour ces 3 sujets, même si je ne vais pas les développer complètement, on peut aussi trouver cette question de la formation. Et on ne parlera plus à ce moment-là, ou peut-être moins, de l'excellence du soin, mais de l'excellence de la santé, finalement. Car, effectivement, j'avais introduit cette proposition qui était de prendre conscience du fait que l'impact réel de nos CHU sur la santé de la population dépend vraiment de leur intégration dans un système de santé qui s'enracine au plus près de cette population, qu'il s'agisse du soin ou, à plus forte raison encore, de la prévention. S'enraciner dans le territoire et donc prendre conscience des déterminants de santé de son territoire, c'est un travail que les CHU doivent faire. Alors je citais un exemple qu'on aime bien dans le monde de la santé publique, qui est celui du passage du soin à la prévention du saturnisme infantile. C'est un grand classique que les réanimateurs aiment bien, puisqu'en réalité, l'histoire du saturnisme a commencé par des prises en charge de cas d'encéphalopathie dans les services de réanimation pédiatrique, avant de remonter en réalité aux déterminants de ce saturnisme, qui était en réalité l'insalubrité des logements, et en particulier les peintures qui s'écaillaient dans ces logements et que les enfants touchaient, utilisaient, puis malheureusement, se suçant les doigts, eh bien, s'intoxiquaient au plomb. Et donc cette histoire, qui est un peu ancienne, est assez illustrative de la nécessité qu'il y a d'intégrer complètement les déterminants de santé, dans lesquels d'ailleurs on trouve là un déterminant social au passage, et puis bien sûr les activités de soins. Alors en mettant la prévention et la promotion de la santé pour transformer notre système de santé en faveur de l'amélioration de la santé de la population, la stratégie nationale de santé, dont vous avez vu que la ministre en a proposé une version, qui est une version de consultation, sur le site internet du ministère depuis le 6 novembre, et document auquel vous avez contribué, eh bien cette stratégie nationale de santé propose, en incluant la prévention dans le parcours de soins, un véritable parcours de santé. Et si on y ajoute, d'une certaine façon, la promotion de cette santé dans tous les milieux de vie, dans tout son parcours de vie, eh bien on rentre dans un parcours qui est celui du parcours de vie des personnes, des usagers, et beaucoup moins simplement un parcours de soins. C'est aussi une façon de se projeter vers le territoire, et en particulier, on le redira tout à l'heure, de se rapprocher de la médecine ambulatoire, qui vivra aussi cette transition du curatif vers le préventif.
La stratégie nationale de santé dans son premier axe, qui est celui du renforcement de la prévention et de la promotion de la santé, a 2 grands chapitres. Je ne vais pas les détailler, vous les avez dans le document qui est accessible. Premièrement, promouvoir les comportements favorables à la santé. On retrouve le thème des addictions, le thème de la nutrition, le thème de l'activité physique, dont on sait qu'en faisant sa promotion, on peut enrayer les complications des pathologies cardiovasculaires ou les récurrences de cancer, mais aussi les déterminants de la santé sexuelle et d'autres. Et puis le grand deuxième chapitre de ce premier axe, c'est la promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé et la maîtrise des risques environnementaux. Ce point est aussi très important. Il nous faut développer un vrai savoir dans ce qu'est le risque environnemental. Et d'ailleurs, dans l'arrêté du mois d'avril 2017, qui a été présenté longuement par Benoît Schlemmer, on trouve la notion d'exposome, ce qui est évidemment extrêmement intéressant, puisque ce concept d'exposome, l'exposition tout au long d'une vie aux conditions d'environnement, cette notion d'exposome a été introduite dans la loi de modernisation du système de santé qui a été publiée en janvier 2016. Ainsi que ce soit au travers de cette loi à laquelle je fais référence, qui a confié des missions et des responsabilités des agences régionales de santé en matière de prévention et de promotion de la santé, la stratégie nationale de santé qui est en cours et dont on voit qu'elle inscrit la prévention comme un axe fondamental de la nouvelle politique de santé, ou encore le développement d'outils nouveaux comme les groupements hospitaliers-territoires, on va y revenir, ou les maisons de santé pluriprofessionnelles. Nous avons de nouveaux potentiels pour mener des actions de prévention. Il est donc évident aujourd'hui que nous nous occupons ou que nous nous occuperons de l'homme sain et pas seulement de l'homme apparemment sain. L'homme apparemment sain, ceci reprend, et je pense que François René y a évidemment fait référence, ceci reprend l'expression du docteur Knock, qui était que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. L'homme apparemment sain, ça répond à un exercice qui est sans doute beaucoup plus celui du dépistage, celui de l'identification des pathologies encore méconnues. Et on peut citer à cet égard un effort très important que l'assurance maladie engage dans 3 départements français, la Réunion, le Bas-Rhin et la Seine-Saint-Denis, autour du diabète. Et donc, ce dispositif qui s'appelle « Dites non au diabète », qui met en œuvre 3 millions d'euros de financement, se propose d'inclure 10 000 personnes qui aujourd'hui ont une surcharge pondérale, avec un poids ou un indice de masse corporelle estimé à un peu plus de 25 kg par mètre carré, et qui n'ont pas encore de diabète. Ils sont entre 1,10 et 1,26 g par litre de diabète, ou de sucre, de glycémie. Et donc la prise en charge, qui est le renforcement de l'activité physique, le renforcement des conditions d'hygiène alimentaire, et des consultations autour des aspects éventuellement psychosociaux que représentent ces personnes, doit montrer que ces personnes n'entrent pas dans un diabète constitué et donc évitent un certain nombre des complications de cette pathologie. C'est une expérience tout à fait intéressante qui démarrera en 2018. Dans ce contexte, les CHU, comme la médecine ambulatoire, en intégrant de plus en plus la logique du parcours de santé, sont donc encouragés à s'occuper de l'homme sain. Et depuis cette présentation que je faisais à Marseille dans vos assises, beaucoup de choses ont déjà été engagées. Des campagnes de prévention sont maintenant relayées, pas toujours, au sein des établissements en faveur de l'alimentation équilibrée, de l'importance de l'activité physique, des dépistages ou des incitations à l'arrêt du tabagisme, je vais y revenir. Et évidemment, les séances d'éducation pour la santé, qui sont une forme de prévention secondaire ou tertiaire pour les patients chroniques, sont évidemment aujourd'hui très très importantes dans notre paysage. Chez un patient transplanté, améliorer son hygiène de vie lui permet d'améliorer son pronostic par rapport à cet acte de soins très important dont il a pu bénéficier. Bien sûr, et là aussi rappelé dans l'arrêté d'avril, la prévention des événements indésirables graves, la culture de la qualité et de la sécurité des soins et la prévention des infections associées aux soins sont des dimensions qui vont rentrer de manière encore plus étroite ou plus forte dans les soins et dans les activités portées dans les CHU, et c'est une forme de prévention.
pour des personnes apparemment saines qui parfois bénéficient d'activités chirurgicales qui sont seulement fonctionnelles et pour lesquelles on n'a pas de raison finalement d'acquérir des pathologies. On peut citer aussi, et c'est très important, les personnels des CHU vis-à-vis desquels on a des actions fortes aujourd'hui sur le tabac. Je salue ici la signature le 9 octobre au ministère d'une charte d'engagement des 6 fédérations hospitalières, des 6 conférences pour lutter contre le tabac avec le réseau de prévention des addictions. Cet engagement est évidemment tout à fait important. Et je voudrais ici aussi féliciter d'avance la campagne de vaccination pour la grippe que vous n'allez pas manquer de déclencher cette année. La ministre compte sur vous. C'est très important. Il faut montrer l'exemple et il faut surtout éviter les transmissions nosocomiales de grippe. Je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel. Et puis, il y a l'instruction qui va être présentée sur les thématiques des GHT et je vais y revenir tout de suite. Il y a cette notion d'hôpitaux promoteurs de santé qui est effectivement beaucoup tournée vers les personnels, mais on pourrait la développer, cette notion, et la comprendre d'une manière élargie, c'est-à-dire en réalité d'encourager les hôpitaux à faire de la promotion de la santé, notamment en dehors de leurs murs, dans une approche territoriale. C'est, à mon sens, une des opportunités très intéressantes qui est offerte par la création des groupements hospitaliers de territoire. Cette circulaire qui donne effectivement l'appel à projet pour des actions médico-soignantes partagées des groupements hospitaliers de territoire prévoit à ce titre, dans l'instruction qui arrive, prévoit donc la structuration des filières avec les partenaires externes du groupement hospitalier de territoire au service d'une prise en charge coordonnée des patients ainsi que du développement d'activités de prévention. Et on a dans cette instruction de la prévention plutôt diffuse et pas forcément juste une thématique identifiée en tant que telle. Par contre, nous avons souhaité, et ça a été accepté par la Direction générale de l'offre de soins et le secrétariat général des ministères, nous avons souhaité associer un chapitre sur la sécurité sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de thème ne fait aucun doute quant à son intérêt. Donc, d'un point de vue opérationnel, et je pense que Philippe Amouyel, mais également Éric Legrand, je pense que tous les deux reviendront sur des exemples concrets et opérationnels de ce qu'est finalement la santé publique pour un CHU. Je pense qu'il faut se référer dans sa pratique quotidienne à une approche globale de la santé et en considérant l'individu dans sa totalité, pas seulement comme pouvant bénéficier d'une prothèse de hanche ou d'un stent de la coronaire. Il y a aussi à s'occuper de son addiction au tabac, de son choix nutritionnel, de sa situation vaccinale, du fait qu'il fait ou non une activité physique. Tous ces éléments-là sont tout à fait essentiels pour réussir les soins dans lesquels nous voulons être excellents. Et puis vous pourrez aussi, dans ce cadre-là, bénéficier de financements, puisqu'en réalité, nous souhaitons développer les financements dédiés à la prévention. Et à ce titre, par exemple, le fonds tabac, qui bénéficie aujourd'hui des augmentations de taxes autour du tabac et qui est fléché par la Caisse nationale d'assurance maladie dans un fonds spécifique, permettra à compter de 2018 des financements de projets dédiés à la lutte contre le tabagisme, notamment les lieux sans tabac, et je faisais référence tout à l'heure à la charte qui a été signée par les conférences et les différentes fédérations. Il y aura aussi des projets de recherche qui seront dédiés au tabac et qui monteront à une hauteur d'environ 13 millions d'euros pour les projets de recherche. Le fonds tabac aujourd'hui, pour l'année 2018, étant annoncé à plus de 100 millions d'euros, environ 130. Donc on a là des moyens qui peuvent venir pour abonder les actions de prévention et donc très concrètement ce que vous pouvez faire avec vos établissements. Mais il nous faut très clairement faire un changement radical de culture et transformer un système de soins en un système de santé. Un système qui a été agile en réagissant à la demande de soins, et qui doit continuer à l'être, évidemment, mais qui peut devenir un système proactif et qu'il soit engagé dans la préservation du capital santé-bien-être des individus. Pour cela, il lui faut suivre 2 objectifs, dont la structure de financement doit assurer la compatibilité et ne pas opposer l'un et l'autre, la réduction du nombre et de la gravité des maladies à prendre en charge. Ceci va vers une certaine logique
de transfert d'activité vers l'ambulatoire d'une certaine façon. Et puis bien sûr, le maintien et la poursuite de l'excellence historique de la formation, du soin et de la recherche. Et à ce titre-là, pour ce qui est de la formation, je l'ai évoqué déjà et je n'y reviens que très brièvement, il faut engager de nouveaux parcours de formation autour de la promotion de la santé. Et vous le savez, vous l'avez lu, et Benoît Schlemmer a particulièrement contribué avec Jean-Luc Dubois-Randé à cet effort. Il y a maintenant une compétence transversale universelle consacrée à la santé des populations autour de la prévention, de la veille et de la sécurité sanitaire. J'évoquais tout à l'heure la notion d'exposome qui est incluse dans cet arrêté. Chaque futur DES est appelé à devenir un préventologue, c'est-à-dire un professionnel de santé. Ce changement culturel nous engage tous. On a parlé tout à l'heure d'efforts collectifs, et donc nous pouvons nous considérer aujourd'hui comme tous engagés en faveur de cette évolution vers un système dit de santé, y compris d'ailleurs les organismes financeurs, j'évoquais les efforts de l'assurance maladie précédemment. Alors Aristote, c'est toujours bien de mettre un peu des références littéraires. Vous avez vu, j'ai fait Jules Romain tout à l'heure. Dans son éthique à Nicomaque, c'est dédié à son fils en réalité, et donc c'était pour lui la recherche du souverain bien. Il disait « Le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir ». Et on pourrait se dire que cet aphorisme pourrait devenir pour le préventologue qu'il n'est au final pas de plaisir plus grand que l'absence de maladie et de douleur. Voilà, ça serait vraiment quelque chose que nous pourrions ensemble nous approprier. Et bien sûr, pour cela, il nous faut, tous les CHU ensemble, continuer l'expertise de la santé, le soin, bien sûr, mais la santé, celle de la formation et bien sûr également celle de la recherche dans ces domaines tout à fait essentiels et qui sont appelés à se développer au-delà d'une recherche clinique ou translationnelle dans laquelle nous avons été par le passé tellement engagés et sur laquelle nous avons eu tellement de résultats. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai beaucoup de hâte d'écouter mes deux excellents collègues qui vont prendre le micro derrière moi. Merci beaucoup au professeur Benoît Vallée. C'était un exposé très intéressant et qui nous donne un nouveau champ de travail sur lequel on devra s'y pencher. Tout de suite, on va donner la parole au professeur Philippe Amouyel pour prévention et CHU, et dont le champ d'expertise en santé publique et les maladies, sont les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un retour écran que je n'ai pas ici? Bonjour, messieurs les présidents, messieurs les directeurs. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de ce que j'essaie d'une manière générale de développer et de promouvoir, qui concerne la prévention. Donc je vais être obligé de ne pas pouvoir vous faire face, puisqu'apparemment il n'y a pas de retour écran, et de me tourner vers le tableau. Je crois qu'il est juste pas allumé. Donc, Tout d'abord, quelques mots pour me présenter. J'ai la chance de diriger un service de santé publique localisé à l'hôpital de Lille, au CHU de Lille, avec plusieurs objectifs qui sont assez classiques, qui sont de surveiller les pathologies de la région, de piloter des études, de développer des analyses et des programmes d'évaluation, de conseiller mes collègues en matière de santé publique et d'études, et enfin d'essayer, et je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler, sur concevoir la santé publique de demain. Ce service repose sur une équipe de recherche qui est une UMR et également un laboratoire d'excellence qui est consacré à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc la question qui était posée par François René, c'était est-ce que les CHU doivent s'occuper de l'homme apparemment sain ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, il faut vraiment essayer de comprendre les tendances actuelles des différentes maladies. Ici, vous avez l'évolution de la mortalité par maladie infectieuse au cours du siècle dernier, de 1900 à 2000 aux États-Unis.
Vous voyez qu'on partait à des taux relativement élevés de 800 à 1000 pour 100 000 habitants. Et vous voyez qu'il y a eu un effondrement absolument total. On est à moins de 100 pour 100 000 habitants, ce qui change complètement la donne en matière d'approche des différentes maladies. Si on prend les cancers, c'est la même chose. Toutes les couleurs froides, du bleu clair au bleu foncé, sont les pays où la mortalité par cancer est en train de diminuer. Dans les couleurs jaunes et rouges, où elle augmente, vous voyez qu'elles sont largement majoritaires. Pour prendre un exemple beaucoup plus précis, on va prendre l'étude et l'évolution de l'incidence des maladies des syndromes coronariens aigus, et des facteurs de risque. Alors là, je me concentre sur un des travaux qu'on fait dans la région. On suit dans la communauté urbaine de Lille dans le cadre d'un registre de morbidité. Depuis 1985, c'est-à-dire près de 30 ans, l'évolution de ces maladies et de ces syndromes coronariens aigus. Et ce que vous pouvez voir sur la courbe en pointillé tout en haut, c'est qu'en effet, l'incidence, c'est-à-dire le nombre des nouveaux cas, a diminué au cours de 30 ans de manière relativement importante. Et quand on regarde la courbe en dessous, en trait continu foncé, c'est la mortalité. Vous voyez qu'elle a également diminué. La troisième courbe, alors apparemment il y a un laser. Voilà, la troisième courbe qui est ici en bas, avec les 3 croix, représente la mesure que l'on fait à peu près tous les 5 à 10 ans des facteurs de risque cardiovasculaire dans la région. Et vous voyez que le score de risque suit parallèlement la courbe de la mortalité. Donc en gros, il y a une baisse, un effet, et qui semble également lié à de la prévention, c'est-à-dire une amélioration de ces facteurs de risque. Cependant, il y a quand même un petit problème. Quand on regarde la létalité des syndromes coronariens aigus dans ce même registre, c'est-à-dire le nombre de patients qui décèdent parmi ceux qui ont fait un syndrome coronarien aigu, quand on regarde ce qui se passe à l'hôpital entre 2006 et 2014, on voit que cette mortalité, qui est de l'ordre d'à peu près 10%, a tendance à diminuer de manière importante et régulière, pour atteindre à peu près 7 à 8% aujourd'hui. Si maintenant on regarde ce qui se passe hors de l'hôpital, puisqu'il y a des gens qui font des infarctus hors de l'hôpital, qui font des syndromes coronariens aigus, là, la différence est importante, puisque le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de patients qui vont décéder, est de l'ordre de 25 à 30%. Donc vous voyez que là, il y a un champ d'action auquel on n'a pas accès a priori, puisqu'on ne voit que les patients qui arrivent à l'hôpital, pour améliorer très significativement la santé de la population et vous rendre compte qu'on peut, chez des sujets qui ne se savaient pas malades à ce moment-là, qui se croyaient sains, donc apparemment sains, essayer d'améliorer ça et de voir comment on peut accéder à ces populations. Alors vous me direz, oui, c'est parce que vous êtes dans le Nord que les indicateurs de santé sont plus mauvais, donc ça c'est la mortalité totale. Eh bien non, quand on regarde ce qui se passe en France, puisqu'on a 3 registres de morbidité, vous voyez que sur la partie ici foncée, qui est la mortalité hors hospitalière, on a une grande stabilité, alors que la mortalité à l'hôpital diminue. Donc on doit pouvoir essayer de faire la même chose à l'extérieur de l'hôpital qu'à l'intérieur de l'hôpital. Troisième point d'évolution qui est important à prendre en compte, c'est l'évolution de la démographie de la population française. En France, aujourd'hui, en 2020, on peut considérer qu'on est en 2020, on a environ 15 à 20% de personnes qui sont âgées de 60 à 74 ans, et ce pourcentage restera à peu près stable jusqu'en 2060. Ce que l'on va voir en revanche augmenter de manière extrêmement significative, c'est les personnes au-delà de 75 ans, qui vont finalement être à peu près en même pourcentage que les personnes de 60 à 74 ans, et dont vous savez qu'il existe une morbidité importante. Et quand on regarde non seulement ces pourcentages et qu'on les applique à la croissance de la population française, qui va passer de l'ordre d'environ 66 millions aujourd'hui à 74 millions en 2060, que l'on applique à cela les coefficients de développement des maladies neurodégénératives qui surviennent, vous le voyez ici, après 75 ans, on va avoir un accroissement extrêmement significatif de cette morbidité. Le deuxième point qui est important de comprendre pour savoir si on peut s'intéresser à l'homme apparemment sain, c'est voir l'évolution des maladies telles qu'on les prend en charge. On est toujours aujourd'hui sur un modèle pasteurien où on a un symptôme, un diagnostic fait par un médecin, un traitement et une guérison. L'exemple, vous avez de la fièvre, on diagnostique une maladie infectieuse, on vous donne le bon antibiotique et vous êtes définitivement guéri. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle biomédical dans lequel la France a énormément investi et a justement réussi à avoir des résultats exceptionnels. Si maintenant on regarde le sida, et c'est vraiment cette maladie est intéressante parce qu'elle représente un certain nombre de frontières qui ont été passées dans différents secteurs de la maladie et des pathologies en général. Donc sur le même schéma, vous avez des infections fréquentes, on se pose la question, on trouve et on pose un diagnostic de sida, on met en place
un traitement, mais là, on n'a pas de guérison. On va passer à la chronicité, où l'objectif est de faire en sorte que la vie du patient atteint, traité, soit la plus, entre guillemets, agréable possible. Exemple d'action, c'est pas de trouver un nouveau traitement, c'est d'essayer de réduire les effets indésirables des traitements qu'il prend. Il y a une deuxième façon aussi d'aborder le sida aujourd'hui, qui est la phase présymptomatique. On n'est pas obligé d'attendre que les gens fassent des infections ou des cancers. On peut s'intéresser à une phase présymptomatique et faire un dépistage de séropositivité. Et à ce moment-là, même scénario, traitement et prévention, mais là encore, pas de guérison, chronicité. Cette deuxième approche qui est en train de se répandre de manière importante est typiquement celle qui va concerner l'homme apparemment sain. Alors vous me direz, c'est le sida, c'est une maladie infectieuse. Si on essaie de reproduire ça pour le syndrome coronarien aigu, on retrouve là encore des douleurs précordiales, un infarctus du myocarde, reperfusion, prévention, mais là encore, pas de guérison. On passe à la chronicité. L'objectif, ce sera d'éviter qu'il fasse un nouvel infarctus. Si maintenant on regarde un autre type de population dans lequel on peut réaliser un certain nombre d'identifications de risques dans le cadre d'une phase présymptomatique, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on va détecter non pas un infarctus mais une sténose coronaire, et ça c'est la force des cardiologues, c'est d'avoir traité l'infarctus avant qu'il apparaisse, refaire une reperfusion prévention et passer à la chronicité. Là encore, vous avez l'homme apparemment sain qui va être concerné. Donc on est passé aujourd'hui d'un modèle biomédical, symptômes, diagnostic, traitement, guérison, à un modèle qui est prédictif, phase présymptomatique, qui est préventif, c'est les actions qu'on applique à des gens qui ne sont pas encore malades. C'est également quelque chose qui doit être personnalisé, parce qu'à un niveau aussi précoce de prise en charge, les comportements, les risques ne sont pas les mêmes. Donc chaque personne, chaque individu doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge personnalisée. Et l'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on va avoir besoin d'une participation de la personne prise en charge. On ne va pas pouvoir donner une règle à suivre, il va falloir qu'elle reparte chez elle pendant un certain temps et qu'elle applique tous ces différents principes qu'on lui aura appris. Donc on est sur un autre modèle qui s'appelle aujourd'hui le modèle 4P, c'est-à-dire prédictif, préventif, participatif et personnalisé, et qui lui correspond typiquement à l'homme apparemment sain, c'est à lui qu'il s'applique. On va prendre un exemple extrêmement précis qui est en train d'exploser, c'est l'évolution des fonctions cognitives et de la maladie d'Alzheimer. Vous avez ici, sur cette courbe, le vieillissement normal. Alors bon, on n'est pas obligé d'oublier le nom de ces enfants, en revanche, on est toujours un petit peu plus lent, ça c'est normal, c'est la déclinaison de la courbe ici. En revanche, quand vous avez une maladie d'Alzheimer, la chute est beaucoup plus rapide jusqu'à votre décès, et on définit différents stades, précliniques, MCI, démentia. Ce qui va déterminer le diagnostic, ce qui va déterminer la maladie, c'est son diagnostic. Alors son diagnostic va dépendre du seuil de tolérance sociale. Si par exemple vous êtes à la campagne, que quelqu'un qui a des troubles de mémoire, ça ne pose pas trop de problèmes, ce n'est pas un risque. Si vous êtes dans une ville, dans un HLM de 40 personnes où on oublie d'éteindre le gaz, ça va se remarquer tout de suite. Donc en fait, la sensibilité du diagnostic à la maladie d'Alzheimer dépend de la perception sociale qu'on en a. Donc on va à ce moment-là croiser le seuil de tolérance avec l'état cognitif du patient et on va pouvoir faire à ce moment-là, considérer que c'est le début des signes cliniques et poser un diagnostic. La réalité de la chose est plus complexe puisque avec aujourd'hui près de un certain nombre d'années d'études, oui j'ai oublié de préciser qu'également c'est le moment où on réalise les essais cliniques dont vous savez qu'ils sont tous aujourd'hui négatifs. Mais regardez à quel moment vous les faites par rapport à l'espérance de vie qui reste. Donc l'idée ce serait, compte tenu des progrès des connaissances aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut anticiper ça. Aujourd'hui, une maladie d'Alzheimer, on pense que ça débute aux alentours de 40 ans. Si vous imaginez qu'il y a 30% passé 75-80 ans de prévalence, ça veut dire qu'ici, chez les gens de plus de 40 ans, il y en a déjà près de 30% qui sont en train d'en couver une. Donc tout l'enjeu, c'est à ce moment-là d'essayer de trouver des biomarqueurs, c'est pas drôle mais c'est comme ça, des biomarqueurs qui vont nous permettre de démarrer les essais cliniques beaucoup plus tôt, encore nos cellules nerveuses sont encore présentes et sont susceptibles de continuer à fonctionner, et plus quand elles sont complètement détruites qui font que les signes apparaissent, et surtout d'envisager des mécanismes de prévention. Et là, on est vraiment sur une période qui va durer près de 30 ans, chez l'homme apparemment sain, chez lequel il faudra de toute façon faire quelque chose. À tel point qu'aujourd'hui, on se demande même si ça ne va pas être une solution de prise en charge, puisqu'on n'est pas encore prêt de trouver des médicaments. Je ne veux pas être pessimiste, mais bon, on va avoir quelques essais qui vont sortir en 2022, mais les chiffres continuent à monter. L'idée, c'est finalement de repousser un peu cette ligne-là, de changer un peu la pente de cette courbe, parce que regardez ce qui va se passer à ce moment-là. Si on allonge un petit peu la durée
présymptomatique, le diagnostic sera porté plus tard. Non seulement il sera porté plus tard, mais il sera porté potentiellement après le décès. Or, comme ce qui compte, c'est les symptômes, finalement, vous aurez une maladie d'Alzheimer, vous ne le saurez pas, et de toute façon, on ne s'en préoccupera pas puisqu'on ne pourra pas faire le diagnostic vu qu'on aura repoussé l'âge de début de la maladie. Alors, ça a l'air drôle comme ça, mais il y a des simulations très sérieuses, ça c'est les chiffres américains. Vous voyez ici qu'en 2010, il y avait 5,1 millions d'Américains atteints de maladie d'Alzheimer, au-delà de 65 ans. On en attend pour 2050 13,5 millions. Si on repousse de 5 ans, 5 ans c'est pas beaucoup, hein, l'âge de début des symptômes, parce que si au lieu de faire votre maladie d'Alzheimer, vous la faites à 90 ans au lieu de la faire à 85 ans, entre 85 ans et 90 ans, vous avez beaucoup de chances de mourir d'autre chose sans jamais développer les symptômes. Et bien si on repousse de 5 ans la maladie, à ce moment-là, on va tomber sans rien faire d'autre que de la prévention, à 7,7 millions de cas, soit près de la moitié de cas en moins. Et par rapport à des problèmes économiques et de prise en charge, on résout une grande partie du problème de ces maladies neurodégénératives. Et alors, on a des moyens pour ça. Alors, c'est des concepts, on ne va pas y passer de temps, mais de réserve cognitive. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des preuves de ça. L'incidence dans les pays développés est en train de diminuer. Elle diminue légèrement, mais elle diminue bien réellement. Et on pense aujourd'hui que ce sont tous ces facteurs qui sont à l'origine de cette diminution. Si maintenant, conscient de tout ça, on regarde quelles évolutions on va devoir avoir par rapport à nos pratiques de santé. On va devoir avoir des évolutions de nos pratiques de soins. Il va falloir donner des traitements à des moments où des gens n'ont pas de symptômes. C'est un concept. Quand est-ce qu'il va venir à l'hôpital ? Il va falloir définir quelque chose qui est basé sur un acte thérapeutique très général, avec une certaine difficulté de cerner, est-ce qu'on prescrit un médicament, dans quelles circonstances, il va falloir redéfinir ça. Il va falloir bien sûr personnaliser l'approche, il va falloir s'intéresser, puisqu'on va partir sur des courses de plusieurs années, à l'observance de ces mesures. Il va falloir mettre en place ces programmes pour plusieurs années et voir comment on peut aider nos concitoyens à avoir des changements de comportement. Il va y avoir aussi une évolution de la relation population-soignant. Parce qu'en effet, les patients ne vont plus être malades. Et un patient qui n'est pas malade, c'est plus un patient, c'est un client. Et par définition, un client, ce n'est pas patient. Donc il va falloir mettre en œuvre une approche, entre guillemets, excusez-moi du terme, de service client, qui va être extrêmement importante également. L'autre évolution, il va falloir passer d'actes à des programmes. Un programme, c'est un travail qui doit être coordonné entre un médecin traitant, des spécialistes, des paramédicaux, des patients clients, des familles, des associations de patients et des aidants, parce que tout le monde aura voix au chapitre. Il va falloir travailler avec des clients qui non seulement ne vont pas être patients, mais vont être informés au préalable avant de venir nous voir. Il va absolument falloir travailler de manière horizontale, c'est-à-dire que l'information va diffuser horizontalement, et surtout faire circuler cette information extrêmement rapidement, au risque de perdre nos clients. Il va falloir avoir de nouveaux outils qui vont créer de nouveaux besoins. Par exemple, il va falloir ubériser ces échanges, il va falloir dématérialiser les informations, il va falloir pouvoir suivre les gens à distance, c'est-à-dire développer des capteurs, développer des objets connectés, récupérer ces informations dans des serveurs sécurisés. Il va falloir former les médecins, former les paramédicaux, former les clients aussi, c'est important, puisque l'information qu'ils ont n'est pas forcément bien gérée. Envisager ce qu'on appelle les coachings personnalisés, et ceux de manière dématérialisée. Développer la télémédecine, la téléprévention, la télétransmission. Et pour faire tout ça, on n'y arrivera pas tant qu'en France, on n'aura pas une couverture 100% du haut débit. On pourrait probablement résoudre un certain nombre de problèmes de déserts médicaux si, dans ces déserts médicaux, on pensait à mettre du haut débit, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il va y avoir aussi une nouvelle définition des modèles économiques et de nouveaux acteurs économiques. Il va falloir redéfinir ce qu'est un acte et quelle est sa valeur. Il va falloir définir des programmes et définir leurs valeurs. Il va falloir gérer tout ça dans le cadre de la diminution du nombre des médecins, redéfinir les modalités de remboursement auprès des patients. Les acteurs du remboursement eux-mêmes vont être définis. Il va falloir voir comment on partage l'assurance médicale obligatoire et les assurances médicales complémentaires. Il va falloir voir le rôle que vont jouer les politiques dans cette action. Nouveau modèle économique suite. Il y a d'autres acteurs qui vont entrer en jeu. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
C'est les rois du système d'information et du transhumanisme. Leur problème aujourd'hui, ils rêvent peut-être, mais que ce soit Calico, Dr. Watson, 23andMe, qui sont des sociétés qui ont été créées par ces différents GAFA, leur objectif est réellement d'essayer de lutter contre le vieillissement, faire disparaître les maladies pour certains. Donc, et ils ont une chose que l'on n'a pas, ce sont des moyens absolument colossaux. La capitalisation boursière d'Apple, c'est 867 milliards de dollars. Et s'ils vendent les 80 millions d'iPhone 10 qu'ils ont prévus d'ici la fin de l'année, on n'imagine pas les seuils qu'ils vont atteindre. Il faut voir aussi les rôles des fournisseurs d'Internet. Je disais tout à l'heure qu'il était important d'avoir du haut débit. Vendre des tuyaux, c'est une chose. Et on s'aperçoit que les producteurs de tuyaux se disent finalement, si je veux continuer à valoriser, il va falloir que j'intervienne dans les contenus. Alors certains s'intéressent aux contenus des médias, d'autres des banques. Un acteur récent français s'est lancé là-dedans. Et ils s'intéressent, ils se posent des questions sur savoir pour la santé. La box que vous avez à la maison, puisque c'est une capacité très française, les box, on n'en a pas aux États-Unis, les box, elles sont chez vous. Elles sont capables de capter ce que vous faites de manière relativement sécurisée. Donc ils vont être les premiers à avoir ces informations, qui pourront être utiles également pour la prévention. Dernier point, c'est le rôle des complémentaires. Je pense que les assurances médicales complémentaires, il faut les voir avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Pour elles, le contrôle de la prévention, c'est quelque chose d'important, parce que l'objectif d'une complémentaire, c'est d'assurer l'équilibre de ces risques et de ces aspects financiers. Donc elles imaginent pouvoir réduire le risque financier en essayant justement de mesurer précisément ce risque pour ajuster la prime au risque. Vous avez un gros risque, vous payez une grosse prime. Vous avez un petit risque, vous payez une petite prime. Alors je pense que ça, c'est une erreur totale, parce qu'on va aller vers la disparition du concept de solidarité qui est à la base de ces assurances mutuelles complémentaires. Imaginons que les diabétiques soient taxés 4 à 5 fois plus par rapport à leur prime que les non-diabétiques. Que vont faire les diabétiques ? 5 millions de diabétiques en France. Ils se réunissent, ils font une tontine, ou leur propre complémentaire, avec 5 millions d'assurés et les primes qu'ils payaient, même s'ils en paient la moitié, risquent de couvrir leurs risques. Puis ceux qui auront des cancers feront la même chose, puis ceux qui auront ci, etc. Donc c'est l'éclatement complet. Donc je pense que vraiment il faut faire attention à ça, parce que cette logique individualiste qui est favorisée par la poussée d'Internet et de la communication risque d'arriver. Enfin, il faut voir que tout ça est tout à fait réel. Je suis arrivé hier soir en train, relativement tard, il restait dans le salon Grand Voyageur un journal, L'Opinion, pour ne pas le citer, et il y avait 2 articles. Le premier, c'était « Consultation à distance, coaching, modulation des tarifs, le numérique révolutionne l'assurance santé ». Et là-dedans, on vous explique tous les plans des mutuelles et assurances complémentaires, tout l'intérêt qu'ils voient à ça pour les modulations de primes. Je vous conseille, lisez-le, c'est très intéressant. Toujours dans le même numéro, un autre article. L'Ordre des médecins attaque la mutuelle et vit MCD en justice. Les praticiens, eux, interdits de faire leur promotion. Pourquoi ? Parce que cette mutuelle propose son badge de médecin qui fait de la téléconsultation. L'Ordre considère que c'est de la publicité illicite et il commence à y avoir des problèmes. Donc, ils sont déjà dedans. Ce qui veut dire au total que pour essayer de voir, en fonction de ces évolutions, quelle est la place des CHU. Le CHU, à mon avis, a une place essentielle. Il doit être au cœur du dispositif et avoir 4 fonctions. La première fonction, c'est une fonction d'intégrateur. Il faut pouvoir gérer toute cette diversité. Il faut qu'on soit intégrateur. Le deuxième, c'est le garant de la qualité. Alors, on vous parle beaucoup d'objets connectés. On va prendre cet exemple. Moi, je travaille beaucoup là-dessus depuis un certain temps. Si vous discutez avec les fabricants d'objets connectés, ils vont vous dire « mais on est là pour améliorer la santé et le bien-être des populations ». Si vous discutez un peu plus, ils sont là pour vendre des petites boîtes en plastique qui coûtent 200 €. D'accord ? Donc ils ne se préoccupent pas du tout, il faut qu'elles soient sexy, marketing, qu'il y ait une bonne publicité autour, et vous n'êtes même pas sûr que ce qu'elles mesurent est correct. Donc il faut absolument que derrière ça, j'imagine pas que ce soit une agence, pour tout un tas de raisons, l'agence des objets connectés, excusez-moi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit délocalisé, dématérialisé. On a 36 CHU. Les CHU peuvent se spécialiser chacun dans un type d'objet connecté et faire participer tout le monde. Il faut évaluer ces outils. Il faut le faire rapidement, sinon on va avoir des outils qui vont mesurer n'importe quoi, on ne fera pas de la bonne prévention. Il faut être également un garant de la confidentialité. Ces mêmes producteurs d'objets connectés, ils vous offrent le logiciel qui va avec et la petite appli. Et ils récupèrent les informations. Or, c'est des petits malins, ils ne considèrent pas que c'est de la santé, ils considèrent que c'est du bien-être. Donc, la CNIL, pas de problème là-dessus. En gros, à part la déclaration du fichier, ils n'ont pas d'enjeu à prendre. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Ils vous sortent des statistiques sur vos propres données. Alors, simplement parce que vous avez coché les conditions générales et vous n'avez pas vu que dedans, c'était marqué qu'ils allaient les utiliser.
D'accord ? Donc, on a besoin de garantir une confidentialité sur les bonnes données là-dessus, et je ne vois que les CHU pour faire ça. Et enfin, on doit avoir un rôle de découvreur. Alors, j'ai mis découvreur parce que on critique beaucoup les chercheurs, donc découvreur, avoir de nouvelles hypothèses, de nouveaux axes de prévention, de nouveaux programmes de prévention, bref, faire de la recherche dans le domaine de la santé publique et de la prévention. Et je ne vois pas des établissements privés faire ce genre de recherche pour le moment, sauf s'ils y voient un intérêt. Il faut vraiment que cette recherche persiste. Donc, il faut pouvoir s'intégrer dans ce dispositif suivant nos 4 axes que nous savons bien faire. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre en place une politique de changement rapide. Alors, la politique de changement, c'est les nouveaux concepts. Il va falloir suivre les patients en temps réel. Alors, j'ai mis patient-client, les objets connectés, aider les médecins généralistes, mais aussi que les médecins généralistes nous aident. Ce sera forcément bilatéral. Il faut avoir une vision globale du système, intégrer les acteurs. Et sur une première réflexion à la suite de ce travail, je vois vraiment 2 positionnements pour les CHU. Bien sûr, le biomédical, mais je pense plutôt le biomédical de haut niveau et de recours. Et puis surtout, devenir des promoteurs et des intégrateurs du modèle 4P. Alors le système, le modèle économique est à définir, mais il faut qu'on commence à réfléchir dès à présent à ça et envisager les nouveaux investissements. Le premier investissement qu'il ne faut vraiment pas rater, c'est le numérique. L'idée, c'est vraiment, il ne faut pas démarrer de zéro, réinventer la roue, il faut s'allier à qui vous voulez, mais des gens qui sont déjà compétents dans le domaine. En France, on a l'INRIA qui marche très bien, qui veut investir 20% de son budget dans la santé. En France, on a des très grands groupes comme Atos, comme OVH, comme Orange, qui sont capables de développer à l'échelle de la France des systèmes d'information performants. Il faut aussi, je pense, s'allier avec certains GAFAM. Harvard a passé des contrats avec Watson. Des privés comme Sanofi, des boîtes privées, ont passé des contrats avec Google. Donc vraiment, il faut voir ce qu'ils peuvent apporter parce qu'on ne pourra pas aller contre eux avec la puissance d'investissement qu'ils ont. Il faut également, et ça c'est aussi une des richesses de la France, pouvoir s'allier à des start-up innovantes pour anticiper. C'est la version découvreur d'action de santé. Il faut aussi faire évoluer, faire investir dans la formation, commencer à introduire l'année prochaine les notions liées au modèle 4P à la prévention. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, c'est 2018. Il faut 15 ans pour produire un vrai médecin opérationnel. Ça nous amène en 2033. Les GAFA prévoient de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont dans le tuyau à partir de 2030. Donc on sera juste à l'heure pour démarrer et pour rentrer dans le système. Dernier point, je vais prendre un exemple extrêmement concret. Ça date de 2012, c'est un papier qui a été publié dans Cell. Le dernier auteur de cette étude, Michael Snyder, a 52 ans et se dit finalement on parle des omics. Donc il se met lui-même en tant que cobaye, il se fait prélever du sang, juste du sang, et il se fait réaliser tout ce qui est réalisable en 2012 en test de laboratoire. Et ça, au début, 6 fois par mois, puis ensuite 1 fois tous les mois, 1 fois tous les 2 mois, et ce pendant 2 ans. Ils intègrent toutes les informations pour en sortir des risques, des évaluations. Premier niveau de risque, ils calculent pour tout un tas de maladies ce qu'on appelle le risque tout au long de sa vie. C'est-à-dire, ce n'est pas le risque à un moment donné, c'est quelle est ma chance ou mon risque de développer telle maladie à tel moment. Alors cet homme a son risque le plus élevé ici, développer un glaucome à angle ouvert, une dyslipidémie, une maladie coronaire, un basocellulaire et diabète de type 2, hypertriglycéridémie. Voyez ensuite qu'au-delà de ça, les risques chutent. Donc il se dit, je vais m'intéresser au risque diabète et je vais me concentrer sur la surveillance de mon risque diabète. Il regarde son risque statistique, il s'aperçoit en effet que sur le plan génétique, il a une grosse prédisposition qui l'amène à 1 chance sur 2 de faire un diabète dans sa vie. Il se fait suivre, il repousse le suivi là à 2 ans. Donc voilà tous les événements de sa vie. En l'occurrence, il a fait une petite infection HRV, une petite infection RSV. Et il a regardé comme ça pendant 2 ans sa glycémie alors qu'il n'avait pas de problème, puisqu'on est au début de l'étude ici. À 1 an, qui était la durée de l'étude initiale, il avait sa glycémie tout à fait normale. À l'occasion de son infection à RSV, il ne le savait pas, on ne le sait pas, on s'aperçoit que sa glycémie se met à monter. Il repère ses niveaux d'hémoglobine glyquée, 6,4, 6,7, et la glycémie reste en plateau ici pendant près de 6 mois. Face à cette stabilité, qu'est-ce qu'il fait ? Il déclenche un changement de comportement, un changement de vie, il se met au régime, à faire du sport, et vous voyez que la glycémie revient à la normale. Aujourd'hui, il a une glycémie tout à fait normale, il n'a pas épuisé son pancréas, il est arrivé à temps, il n'a pas besoin de prendre des médicaments ni d'insuline. Donc voilà ce qui nous attend, et quand vous voyez la complexité de ces choses, je pense que ça ne peut être qu'un CHU qui pourra faire ça. Alors, à la question, les CHU doivent-ils s'occuper apparemment de l'homme apparemment sain ? Vous comprendrez que ma réponse est oui. Je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur Amouyel, pour cet excellent exposé qui répond d'emblée à une question avec des orientations qui nous paraissent très intéressantes et qui seront à développer. On va poursuivre avec le professeur Éric Legrand, président de CME du CHU d'Angers, qui va nous parler de l'évidence scientifique à l'application clinique en matière de prévention. Merci beaucoup, merci à Michel Clodon pour cette invitation à parler aujourd'hui, avec deux filtres, celui du clinicien tout d'abord et puis celui du rhumatologue. Et c'est pour ça que vous verrez quelques exemples en pathologie ostéo-articulaire. Alors on va essayer brièvement, parce que je sais que vous êtes presque en hypoglycémie, de répondre à trois questions sans être exhaustif. Est-ce que les mesures préventives sont efficaces? Est-ce que les mesures préventives sont applicables? Et est-ce que les mesures préventives sont appliquées dans notre pays? Alors, en matière de santé publique, on va faire vite, mais ça permet d'entamer le débat avec des éléments scientifiques que vous connaissez bien. Il y a quand même un acteur majeur, c'est le serial killer de cette mauvaise affaire. La fumée de tabac, c'est 60 cancérogènes, c'est 75 000 décès par an au minimum. Un fumeur sur 2 va mourir du tabac. La moitié des morts vont survenir avant l'âge de 70 ans. Et vous voyez que le tabac, à lui tout seul, est responsable d'un quart des décès survenant entre 35 et 70 ans. Et c'est une première information que le public ne connaît pas. Il connaît la dangerosité du tabac, mais il ne sait pas que le tabac tue vite. Il y a 28% des Français qui fument, et vous voyez l'augmentation considérable du tabagisme chez les femmes. Entre 26 et 34 ans, on est à 28%, alors qu'on était à 17% en 80. Donc nous rétro-pédalons depuis plusieurs années en matière de lutte contre le tabagisme. Et deuxième chose que vous voyez, et ça a des impacts sur les programmes de prévention, c'est qu'il existe des inégalités sociales flagrantes, comme en termes d'obésité et de diabète, avec un taux de tabagisme qui est le double chez les ouvriers par rapport aux cadres. Alors, dans ce travail du New England, là, ces auteurs ont bien chiffré, ici chez les femmes, les différences d'espérance de vie entre les fumeuses et les non-fumeuses, et nous apportent l'information suivante. 70% des femmes non-fumeuses ont la chance d'arriver jusqu'à 80 ans, contre seulement 38% des femmes qui fument. Et quand on regarde chez les hommes, c'est encore pire. Vous voyez la décroissance des courbes, et vous voyez que chez les hommes qui fument, seul un quart d'entre eux vont arriver à l'âge de 80 ans. Alors on peut aussi décider d'arrêter de fumer, et on a immédiatement un gain d'espérance de vie. C'est un gain qui est très important, qui se situe en de nombreuses années, et vous voyez que, bien évidemment, c'est un peu une lapalissade, plus vous arrêtez tôt, et en particulier avant 35 ans, plus vous gagnez des années, et globalement, si vous arrêtez de fumer avant 35-40 ans, vous allez en principe retrouver l'espérance de vie de la population qui n'a jamais fumé. Ce qui est moins connu des médecins, ce qui est peut-être aussi moins connu des décideurs en santé, c'est que l'arrêt du tabac après une pathologie, et en particulier après une pathologie grave, est hautement bénéfique. On est ici dans de la prévention secondaire. Si après un infarctus du myocarde, vous arrêtez enfin de fumer, votre risque de décès va réduire d'au moins 30%. Après un AVC, le risque de décès ou de nouvel AVC diminue aussi de 30%. Après un cancer bronchique opéré, le risque de décès est réduit de 20 à 30%, ce qui veut dire que le sevrage tabagique est beaucoup plus efficace que les chimiothérapies adjuvantes dans le cancer bronchique. Et après un cancer de la prostate opéré, le risque de décès chez le patient qui arrête de fumer est également divisé par 2. Deuxième thème que je voulais envisager avec vous, on ne les passera pas tous en revue, je vous rassure, sinon on est là toute l'après-midi, c'est le thème de l'activité physique avec ce travail de 2012, 650 000 individus, un suivi médian de 10 ans, 80 000 décès enregistrés. Il suffit de marcher 15 minutes par jour, 5 jours par semaine pour gagner 2 ans d'espérance de vie, ce n'est pas très compliqué. Et si vous êtes un peu plus actif et que vous marchez 1 heure tous les jours, par exemple une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, en arrivant et en quittant votre travail, vous allez gagner presque 5 ans d'espérance de vie. Et si vous trouvez que c'est un peu long, regardez ce qui se passe. Le risque de décès est réduit de 40% chez les plus actifs dans ces cohortes. Et si vous voulez trouver, un peu comme pour un médicament, finalement la meilleure dose possible, la dose qui ne vous prend pas trop de temps et qui est efficace,
Vous voyez qu'il y a un peu un phénomène de plateau sur la courbe et qu'avec 30 minutes de marche rapide par jour, on obtient déjà un résultat conséquent. Et puis, vous pouvez aussi vous mettre à courir. Et c'est peut-être pas facile quand on a 70 ans, mais c'est peut-être moins compliqué quand on a 30 ans. Et surtout, l'information de cette étude de 2014, c'est qu'une très courte séance de 5 à 10 minutes par jour de course à pied très lente, moins de 10 km/h, il s'agit vraiment de trottiner, ça réduit de 20% la mortalité générale, ça réduit de 40% la mortalité cardiovasculaire, et dans un délai de 3 ans, vous n'avez pas besoin de vous entraîner pendant 20 ans pour avoir un impact sur votre santé. Alors cet impact sur la santé de l'activité physique, il est lié au fait que ça a été étudié maladie par maladie. Vous voyez que pour les grandes maladies mortelles qui affectent l'espèce humaine, du moins dans les pays occidentaux actuellement, il y a un impact de l'activité physique, qu'il s'agisse de l'AVC, des syndromes coronariens, du diabète, du cancer du côlon et du cancer du sein. Deuxième information également sur l'activité physique, et on reprend ici le message qu'on donnait pour le tabac, et ça aussi, ça n'est pas bien connu des médecins. L'activité physique, cette fois-ci adaptée, ciblée, caractérisée, après une pathologie grave, est hautement bénéfique. Après un infarctus du myocarde, le risque de décès diminue de 15 à 35%. Après un AVC, les troubles de cognition s'améliorent. Après un cancer du sein, le risque de rechute est réduit de 40% en marchant 30 minutes rapidement chaque jour. Et après un cancer de la prostate, le risque de décès est réduit de 20 à 30%. Alors la deuxième question, c'est bien sûr ces mesures préventives, est-ce qu'elles sont applicables en dehors des études cliniques? Parce que là, je vous ai montré des études cliniques, je vous ai montré des cohortes, je vous ai montré des systèmes d'intervention. Dans la vraie vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, premier problème, et problème important pour les décideurs de santé, en particulier pour les financeurs, c'est que les stratégies préventives vont nécessiter un investissement lourd pour un résultat parfois modeste. Et on va faire une modélisation assez simple. On va imaginer que dans votre hôpital, vous ayez une clientèle de 1000 individus avec un risque de fracture du fémur élevé, parce que ce sont des individus ostéoporotiques, et un risque de fracture du fémur de 10% sur 5 ans. Et on vient vous proposer un traitement miracle qui s'appelle le traitement X. Il peut s'agir d'un médicament, il peut s'agir d'un programme d'activité, il peut s'agir d'un système nutritionnel, mais dont vous savez, par de belles études randomisées publiées dans le New England, que ce traitement réduit le risque de fracture de 30%. Il faut donc le faire. On reprend nos 1000 patients et on décide de ne pas faire de traitement, nous allons obtenir 100 fractures. On décide de faire le traitement et on va obtenir 70 fractures. On aura donc 30 fractures en moins, mais 970 patients auront reçu un traitement pour rien. Les 900 qui n'étaient pas destinés à fracturer et les 70 qui vont fracturer alors qu'ils ont reçu le traitement. On complique un peu l'affaire, parce que ce qui est grave, ce n'est pas se fracturer le col du fémur, ce qui est grave, c'est d'en mourir. 20% des patients qui se fracturent le col du fémur vont mourir dans l'année qui suit la fracture. Pas de traitement, 100 patients vont présenter une fracture, 20 vont mourir dans l'année et 4 vont mourir d'une autre cause. Un traitement, 70 vont présenter une fracture, 14 vont mourir dans l'année, 4 vont mourir pour une autre raison. Il faudra traiter 1000 patients pour une durée de 3 à 5 ans pour éviter 2 décès, et les 998 patients auront eu un traitement pour rien. Deuxième problème, c'est bien sûr l'adhésion des patients. L'adhésion des patients quand ils sont malades est déjà assez faible au traitement. Dans une maladie inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire grave, handicapante et douloureuse, il y a 20% des patients qui ne prennent pas bien leur thérapeutique. C'est exactement pareil dans l'infection HIV. Donc on imagine que quand on va se situer dans une stratégie de prévention, on va être confronté au problème d'adhésion des patients. D'abord parce que le défaut d'information concerne les patients. Tout le monde sait que le tabac provoque le cancer du poumon, mais personne ne sait, probablement dans la salle, à part 2-3 spécialistes d'organes, que le tabagisme multiplie par 2 le risque d'avoir une polyarthrite rhumatoïde et par 2 le risque d'avoir une maladie de Crohn. Donc l'étendue des risques est très importante pour un facteur de risque donné, et le grand public n'en a pas toujours connaissance. Deuxième problème, on peut connaître le risque mais très mal l'évaluer. Les psychologues ont montré depuis une dizaine d'années, de façon indiscutable, que quand vous prévoyez un événement heureux, gagner au loto par exemple, vous surestimez votre chance. Et quand vous prévoyez un événement malheureux,
avoir un infarctus, avoir un cancer. Vous sous-estimez votre risque. C'est un facteur de protection pour l'espèce humaine. Ça nous permet d'aller de l'avant et ça nous permet de vivre. Mais ça explique que globalement, il y ait 10 millions de personnes qui grattent une grille de loto tous les dimanches pour une chance de gagner qui est de l'ordre de 1 pour 1 million et qu'il n'y ait que 30% des femmes de la tranche d'âge 40 à 60 ans qui font une activité physique structurée alors que leur risque de cancer du sein est de 10 à 12% cumulé tout autour de la vie. La perception que la stratégie préventive comporte en elle-même des risques intrinsèques est un frein évident pour les patients et je vous renvoie à la polémique permanente sur les vaccins et puis la difficulté pour faire le tri entre des messages médicaux ou scientifiques contradictoires. Pour baisser mon risque d'infarctus, est-ce qu'il faut faire de la marche à pied ? Est-ce qu'il faut boire de l'huile d'olive ? Est-ce qu'il faut avaler une statine pendant 10 ans ? Est-ce qu'il faut vraiment que ma tension artérielle soit à 12,8 ? Le patient a parfois du mal à s'y retrouver dans ces messages qui ne sont pas très contradictoires, qui sont complémentaires, mais qui sont difficiles pour un individu donné. Et puis, on a le problème de l'adhésion des professionnels de santé. Les collègues qui ont parlé avant moi ont parlé du réseau des médecins de famille et de l'importance de s'appuyer sur les réseaux de médecins de famille. Mais le médecin de famille lui-même, il a parfois un peu de mal à faire le tri entre des informations scientifiques contradictoires, puis surtout, son rendement financier est faible. Son cabinet va couler s'il se met à faire de la prévention. Prenez le temps de construire un plan de sevrage tabagique pour un fumeur, vous ne passez pas moins de 30 minutes. Il est quand même plus simple de prescrire un antitoussif du point de vue financier. Le temps médical disponible au regard de la demande de soins curatifs plus urgents est faible. La difficulté de se confronter au comportement opposant du patient qui n'a pas forcément envie de s'inscrire dans ce schéma. Et puis la perception qui est très française, qui est très réelle, qui est très ancrée dans notre histoire, que l'action préventive, finalement, c'est une intrusion dans la vie personnelle et les libertés du patient. Et puis, les autorités de santé sont confrontées exactement au même dilemme. D'abord, le rapport coût-bénéfice qui est difficile à mesurer à court terme. Le temps médical est long, le temps politique est court. Les intérêts industriels divergents, l'amiante, le diesel, le glyphosate, vous connaissez les polémiques du moment et il y en aura d'autres à l'avenir. La perception, là aussi, en particulier par les hommes politiques d'il y a une quinzaine d'années, que les actions préventives étaient une intrusion dans la vie personnelle des patients, la sacro-sainte liberté individuelle que nous chérissons tous en France et avec raison, et puis là aussi pour les autorités de santé, la difficulté de faire le tri entre des messages qui viennent de différents clochers scientifiques et qui ne sont parfois pas les mêmes. Alors, la troisième partie de cet exposé, c'est finalement de savoir, il y a de l'évidence scientifique, il y a quand même des médecins qui sont censés s'occuper de la prévention, et est-ce que c'est fait ? Et je vais vous donner des exemples négatifs pour commencer, et puis on finira quand même avec un peu d'optimisme. Alors, qu'est-ce que font les médecins après un infarctus ? Alors là, c'est simple, vous avez un patient qui a fait un infarctus et qui est un fumeur. Donc son risque, il est majeur, il est identifié, il revient de l'hôpital. Eh bien, chez 8 patients sur 10, on va poser la question du tabac. Chez 1 patient sur 2 seulement, on va formuler un arrêt du tabac. Et chez 1 patient sur 5 seulement, on va prescrire une aide médicamenteuse pour aider au sevrage. Donc un patient coronarien sur 5 est aidé par son médecin traitant pour se sevrer du tabac. Et quand c'est le cancer, c'est encore pire. C'est 2 cohortes qui sont appariées par les mêmes auteurs et dans la même étude. Ce sont des patients fumeurs, mais survivants après un cancer lié au tabac. Le statut tabagique n'est vérifié que chez 1 patient sur 3. La demande d'arrêt du tabac n'est formulée que chez un quart des patients. Et la prescription d'une aide médicamenteuse concerne 13%. Donc 1 patient sur 9 seulement est aidé par son médecin pour se sevrer du tabac après un cancer, alors que 85% des études disponibles actuellement dans le champ sevrage tabagique après un cancer montrent un effet bénéfique fort du sevrage tabagique. Que font les médecins maintenant après une fracture ? J'ai eu la chance en 2014-2015 de travailler avec l'assurance maladie au niveau national sur les bases de données des fractures en France. Et nous avons donc identifié 177 000 hospitalisations pour fractures après 50 ans. C'est les fractures de l'ostéoporose, c'est les fractures des gens âgés. Ça coûte 770 millions d'euros, presque 2 fois le budget de mon CHU. Et on a pu suivre le parcours de ces patients, leur parcours de soins, leur parcours de vie, et observer que 12 mois plus tard, 6 000 étaient morts, soit 7%,
12% avaient déjà présenté une deuxième fracture et 40% avaient été réhospitalisés. Et on a aussi pu suivre ce qu'avaient fait les médecins, pas grand-chose, puisque la densitométrie qui permet de quantifier l'ostéoporose et de déclencher le traitement avait été faite 1 fois sur 10, et le traitement de l'ostéoporose, dont on sait par des essais randomisés de grande qualité qu'il réduit le risque de fracture de 30% et le risque de décès de 30%, n'avait été prescrit qu'à 1 patient sur 5 et 1 fois sur 10 seulement dans des conditions cliniques efficaces. Voilà, puis on va terminer sur une note positive parce qu'il y a des choses qu'on fait bien en France quand même, c'est la sécurité routière. Je vous rappelle qu'en 1972, il y avait 18 000 décès, en 2012, il y en avait plus de 3 600. La mortalité a été divisée par 4,5 sur 40 ans. Et si on rapporte au nombre de kilomètres parcourus, qui a beaucoup augmenté pendant cette période, la mortalité a été divisée par 10 sur les routes en 40 ans. Vous voyez quelques projections. Si on n'avait rien fait, on aurait laissé se tuer 700 000 individus. Et finalement, on en a sauvé entre 300 et 400 000. Ça doit être 2 ou 3 fois la ville de Nancy. Ces politiques de sécurité routière, elles ont été efficaces parce que c'était des politiques lourdes, avec du contrôle, de la répression, des mesures matérielles, de la formation, de l'information répétée, de la culpabilisation répétée du grand public et également des actions médicales, en particulier sur les CHU. Dépenses, 8 milliards d'euros par an, mais le rendement est très intéressant puisque l'insécurité routière, si elle n'était pas combattue, nous coûterait environ 20 milliards par an. Et puis, bon, il y a les Australiens. Ils sont sympas, leurs chiffres sont peut-être un tout petit peu arrangés, ils n'ont peut-être pas tout à fait la même définition du tabagisme que nous, mais enfin quand même, vous voyez l'extraordinaire réduction du tabagisme en Australie suite à des mesures d'État, des mesures collectives, des mesures coercitives, des mesures d'information. Donc voilà un exemple quand même à suivre. En conclusion, une politique de prévention efficace est un levier formidable pour sauver des vies. Au-delà des évidences scientifiques qui sont fortes, qui sont multiples, l'applicabilité pose des problèmes, mais ce sont des problèmes qui sont surmontables. Et ce champ disciplinaire, il est complexe, il est transdisciplinaire, il doit être largement investi par les équipes hospitalo-universitaires pour innover. Il nous faut d'abord travailler sur la relation vers le public et les individus non malades, qui n'est pas la même relation que l'on entretient avec les patients malades ou graves. Dans la prévention secondaire, qui est hyper efficace, mais qui est encore en partie négligée, même si dans ce domaine, certaines disciplines font beaucoup, je pense par exemple à la cardiologie, et puis dans la recherche de solutions qui soient médicalement et économiquement tenables. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cet exposé particulièrement éclairant. Je pense qu'il ne fait plus aucun doute pour personne dans cette salle de la nécessité dorénavant d'investir très fortement le champ de la prévention et de faire du CHU un acteur au centre de ce dispositif, voire même un promoteur de santé dans une approche territoriale. Compte tenu du temps que nous avons et qui est maintenant quasi écoulé, vous avez peut-être 1 ou 2 questions. On offre 1 ou 2 questions à la salle avant de clore. Michel Clodon, ne nous laissons plus que 2 minutes. Philippe Elsaï. 3 minutes. Alors, Philippe Elsaï. Il y a un micro, oui, je crois. On n'y voit rien ici. Non, on n'y voit rien. Chercher les personnes. Oui, merci. On voit bien qu'on est au début d'un changement de paradigme, qui n'est pas d'ailleurs français, qui concerne tous les pays développés et pas développés, qui consisterait à passer d'un système centré sur la pathologie vers un système qui reposerait également sur le bien-être, c'est-à-dire sur l'être humain qui n'a pas de pathologie. Ou en tout cas de favoriser ce type de choses. Sauf que notre histoire n'est pas celle-là et qu'au fond, l'ensemble des professionnels, qu'il s'agisse des professionnels libéraux ou des institutions, demeurent rémunérés sur un schéma qui est bien celui de la pathologie. Et quand on prend un peu de distance, évidemment, par rapport au sujet, on se rend compte que l'acteur aujourd'hui qui a intérêt à tendre vers certains médecins, c'est l'assureur. Or, l'assureur, dans le système français aujourd'hui, il se pose à un niveau national, il est lointain, il est en très grande partie aveugle, parce que lui, il a intérêt, en revanche, à ce que le public et la population qu'il couvre soient en bonne santé. Donc ma question, c'est,
Évidemment, je pense qu'on est tous conscients de ce sujet, mais comment on fait évoluer notre système d'assurance pour avoir un incitatif sur ce point? Merci. Je ne vais pas me faire le porte-parole de l'assurance maladie, mais juste parce que j'ai cité 2 ou 3 exemples, je pense qu'aujourd'hui l'assurance maladie a bien repéré cette nécessité pour elle d'aller vers l'encouragement de la prévention. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai évoqué l'exemple et l'expérimentation qui va être faite sur les 3 départements français sur le diabète, et un peu dans l'esprit de ce qu'a montré excellemment Philippe Amouyel, qui était de pouvoir faire changer le cours de son histoire en termes de diabète à partir du moment où on s'en occupe suffisamment tôt. Elle a aussi des actions dans le cadre de l'obésité, elle a aussi des actions dans le cadre de la souffrance psychique des jeunes. Il y a une expérimentation très importante qui a été lancée sur plusieurs régions françaises, qui est le repérage de la souffrance et du mal-être des jeunes, avec l'encouragement de consultation initiale, du repérage d'abord, et puis de la consultation initiale, favorisée donc par une prise en charge, permettant de ne pas évoluer vers des pathologies psychiatriques ou de santé mentale sévères. Donc on a un assureur aujourd'hui qui est vraiment parti vers cette réflexion-là. Au niveau du ministère, la direction de la sécurité sociale nous a encouragés, après une demande réitérée dans le cadre des actions stratégiques que la Direction générale de la santé voulait porter, pour qu'on ait, dans le cadre de l'ONDAM 2, donc qui est la réflexion sur la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie, des actions de prévention sur un plan pluriannuel à 5 ans permettant de récupérer un investissement initial, notamment, et c'est un exemple assez éloigné de ceux qu'on a cités aujourd'hui, mais je le cite, la lutte antivectorielle et la prévention des arboviroses dans un pays comme la France, avec une idée qui est peut-être un peu saugrenue au moment où on se parle, mais peut-être pas tant que ça d'ici 2 ou 3 ans, que les arboviroses qui montent, ou en tout cas les moustiques responsables de ces arboviroses qui montent très largement aujourd'hui dans la métropole, après avoir été très présent sur les Outre-mer. Et les modèles médico-économiques qu'on a fait, c'est notamment l'épidémie de Zika sur les Antilles au moment où, et la Guyane, au moment où un travail de prévention a été mis en place par le ministère, et donc qui montre son efficacité en termes de coût global pour le dispositif. Eh bien, ces moustiques sont en métropole. Les foyers d'autochtones pour des pathologies comme le chikungunya ou le Zika sont devant nous. Et donc, quand on regarde l'évolution des départements concernés par la vigilance sur ces moustiques, il est clair que d'ici 2 ou 3 ans, il faudra faire face par des méthodologies de prévention, toujours à investir plus, la lutte antivectorielle notamment, pour éviter les dépenses d'assurance maladie. Donc un exemple un peu éloigné de ce qu'on vit habituellement, mais qui montre à quel point aujourd'hui l'assureur est préoccupé de ces questions de prévention. D'ailleurs, je dis à Nicolas Revel régulièrement que peut-être il pourrait appeler ça aujourd'hui la Caisse nationale d'assurance santé. Ça nous permettrait peut-être de faire évoluer le concept. Comme dans d'autres pays d'ailleurs. Merci beaucoup. Un commentaire rapide en tant que pneumologue et pour avoir beaucoup entendu parler du tabac, je peux pas résister. Et merci Eric vraiment pour ton exposé. Les pneumologues en général s'occupent des unités de coordination de tabacologie. On connaît bien les difficultés qu'il y a de ce côté-là. Je pense qu'il y a c'était juste pour dire, on parle jamais de la BPCO et on continue à ne pas parler de la BPCO et ça va devenir une des causes principales de mortalité et on n'y arrive pas, voilà, et ce terme-là n'avait pas été prononcé et je pense que c'est important dans notre assemblée qu'il le soit juste une fois. Et tu as bien montré la sécurité routière et là les médecins ont quand même un tout petit rôle, il faut bien le dire. Alors on n'y arrive pas sur le tabac, on y arrive. C'est quand on enlève une part de liberté individuelle, mais je crois aussi, puisqu'il faut conduire à une certaine vitesse, mais je crois aussi qu'un levier peut-être qu'on n'actionne pas assez ou qui demande à être actionné, c'est la prévention pour soi qui est une prévention pour les autres. Et je pense au tabagisme passif en particulier. C'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics diminue directement dans les jours qui suivent les présences des patients pour syndrome coronarien aigu, ce qui est absolument incroyable comme résultat immédiat. Je crois qu'à la fois sur les vaccinations, dont on n'a pas parlé non plus, mais qui est un geste citoyen aussi, et sur le tabagisme, il y a aussi la protection des autres. Puis on n'a pas parlé d'alcool, je crois qu'il fallait dire alcool dans cette assemblée.
Il y a encore 3 demandes de prise de parole, 4 même. Je crois qu'après, il faudra qu'on arrête parce que vraiment, on va dépasser le temps. Donc, dans l'ordre, Djilali Danan, puisque vous avez le micro, à vous. Oui, pour éventuellement aborder ou au moins évoquer les nécessaires questionnements éthiques qui sont soulevés par la médecine prédictive et l'opportunité, quelque part, de la réouverture prochaine, normalement, du débat sur la révision de la loi de bioéthique, qui, je crois, devrait être une opportunité que collectivement nous devrions saisir, justement pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Et le deuxième commentaire que je voulais apporter, c'est sur la prévention. Elle relève obligatoirement d'une approche multisectorielle. On a parlé de réduction de la mortalité en sécurité routière. Elle est au moins autant due au progrès des fabricants d'automobiles dans la sécurisation des véhicules, des routes et tout ça, qu'au progrès en santé eux-mêmes. Et donc, là encore, les acteurs sont vraiment... Madame Anatole Touzé, puis Monsieur Morand. Oui, deux remarques et 2 questions. Première remarque, il n'a pas été évoqué, je voudrais d'abord saluer avant tout la qualité des interventions, mais je n'ai pas entendu le terme d'éducation thérapeutique, effectivement plus de la prévention secondaire que de la prévention primaire. Mais les CHU font déjà beaucoup d'éducation thérapeutique, ont développé d'énormes programmes, et les centres hospitaliers également, d'éducation thérapeutique, et je pense qu'il est important qu'on le valorise et qu'on puisse aussi consolider le financement de ces missions d'éducation thérapeutique qui aujourd'hui est quand même mis en cause par nos contraintes budgétaires. Deuxième remarque, je voudrais aussi saluer le fait que la place des CHU est enfin reconnue. Je crois qu'il faut vraiment saluer Agnès Buzyn et ses déclarations dans ce domaine. Dans le domaine de la prévention, ce qui est tout à fait nouveau, il y a encore très peu de temps, je rappelle, dans la loi de santé, qu'il a été dit que c'était le médecin du premier recours qui devait être le premier acteur de la prévention. Et ça, je pense qu'il faut aussi saluer cette évolution de positionnement du rôle des CHU dans la politique de prévention. Alors ceci étant dit, j'ai 2 questions. La première question, c'est par rapport au CHU, quelle est l'articulation du rôle des médecins hospitaliers, hospitalo-universitaires, par rapport aux médecins de ville sur ces questions? Parce qu'autant, en tant que CHU, nous avons bien évidemment, et ça a été rappelé, un rôle pour porter l'innovation dans ces domaines, pour élaborer les programmes de prévention et s'assurer de leur validation scientifique et de leur évaluation. Devons-nous être pour autant les acteurs de la prise en charge de l'homme sain? Et en avons-nous les moyens? Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur l'articulation entre le rôle du médecin de ville et le rôle du médecin hospitalier, et en particulier le rôle du médecin hospitalo-universitaire. Et puis, deuxième question, quelle est la place des professionnels non médicaux sur ces sujets? Ne faut-il pas, au regard justement de nos missions spécifiques dans nos CHU sur ces questions, déléguer à des infirmières, notamment de prévention, demain, comme nous le faisons déjà dans l'éducation thérapeutique, ce rôle-là, en articulation bien sûr et sous le contrôle médical, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce domaine à accompagner des nouveaux métiers paramédicaux sur ces sujets de prévention dans nos CHU? Tout à fait. Isabelle Lesage. C'est dans la suite un peu de la question de Véronique. Ma question, elle est très simple, elle porte sur les transformations des cultures professionnelles. Parce qu'on voit bien que pour les professions de santé, il y a plus de satisfaction souvent, plus de reconnaissance, plus d'intérêt à guérir, à diagnostiquer, à traiter les pathologies que cette mission invisible de préserver la santé avec l'acteur lui-même qui est le patient. Et donc comment pouvons-nous faire évoluer les cultures professionnelles de telle manière, alors en formation, on a parlé du financement, on a parlé des nouveaux métiers, finalement quelle est la réflexion, je dirais, des doyens d'abord sur la question? Oui, Benoît, tu veux répondre? Là, tiens, voilà. Oui, très rapidement, pour beaucoup de questions qui sont posées, et je ne veux pas bien sûr être trop long parce qu'un certain nombre de ces sujets mériteraient des développements assez longs. Juste pour la ville et l'hôpital, je pense que c'est ensemble, hein. Il n'y a pas le rôle plutôt de l'ambulatoire ou plutôt des CHU, c'est des CH, c'est évidemment tout le monde ensemble. De ce point de vue-là, les groupements hospitaliers territoires et les actions thématiques qui sont proposées, c'est clairement de le faire avec les médecins de l'ambulatoire, en réalité dans une double transition aujourd'hui qui est celle
la prise en charge par l'ambulatoire de plus en plus large de pathologies, y compris le cancer et d'autres, mais aussi évidemment de ces questions de prévention et de promotion de la santé. Et l'autre transition, évidemment, c'est le passage du curatif au préventif. Et je pense que la démonstration de Philippe Amouyel était de ce point de vue-là particulièrement riche, à la fois sur l'expertise que le CHU peut développer dans ces idées-là, et aussi les partenariats qu'il peut inscrire avec les territoires. Il est véritablement indispensable d'aider aussi, et parce qu'on a la responsabilité en termes de formation, nos collègues généralistes à prendre à bras le corps cette question de la prévention, parce qu'évidemment, elle est très très importante pour elle. Donc la formation, c'est l'action clé. Philippe a montré qu'il fallait s'y mettre maintenant si on voulait qu'en 2033 on soit prêt. Il faut du temps pour former des professionnels de santé, et je dis bien des professionnels de santé, c'est des facs santé dont nous avons besoin, très clairement. Il faut absolument qu'il n'y ait pas que les médecins qui soient impliqués, mais les infirmières, les kinés, les sages-femmes et des tas d'autres pour pouvoir faire avancer cette conception. Rappelez-vous, les infirmières, c'est 600 000 professionnels, c'est un corps exceptionnel pour faire passer toutes ces questions de prévention. N'oubliez pas non plus que le président de la République a proposé le service sanitaire, qui est une période qui va être proposée à tous nos étudiants pour faire de la prévention, pour apprendre la prévention et en faire. Et donc c'est aussi une aide au changement de paradigme. Et je propose que les CHU soient engagés sur les éléments que vous voudriez voir construire dans ce service sanitaire. Je ne sais pas si vous avez été sollicité, en tout cas moi, je me permets aujourd'hui de le faire et je serai très heureux d'accueillir vos propositions. L'éducation thérapeutique, Véronique, j'en ai parlé très brièvement parce que c'est un sujet en soi, mais c'est une action considérable qui là aussi permet des retours sur investissement tout à fait conséquents. Il y a un élément peut-être sur lequel je me permets d'insister parce qu'il est au cœur de notre action sur la prévention, c'est l'évaluation. Trop souvent la prévention a été faite de messages plutôt clamés et déclamés, et aujourd'hui on sait que si on veut rentrer dans ces logiques économiques, il nous faut démontrer que ce que nous faisons en termes de prévention est utile, à la fois utile pour la personne en termes de qualité de vie et de bien-être, mais aussi utile à la collectivité. Et donc l'éducation thérapeutique, un certain nombre d'évaluations ont été faites, il faut les mettre en avant pour montrer à quel point on gagne à la fois de la qualité de vie, mais aussi des éléments de dépenses par rapport à ce qu'est l'assurance maladie. Et plus largement, je crois que toutes nos actions de prévention, elles doivent être évaluées. Pour être très clair, avec Santé publique France, qui est l'agence nationale de référence sur les questions de prévention et d'intervention en population, nous vous proposerons à la fin de cette année et au début de l'année prochaine un portail d'actions probantes en prévention et en promotion de la santé, vous permettant de les appliquer dans vos territoires auprès de ceux qui sont des acteurs majeurs, évidemment, dans ce contexte, qui sont les agences régionales de santé. Mais honnêtement, je voudrais vous dire quelque chose. Les experts pour les ARS, c'est vous. Voilà. Il faut véritablement que les CHU comprennent que sans vous, les ARS ne pourront pas faire tout le travail qu'elles ont à faire en termes de traitement, bien sûr, mais aussi d'actions de prévention et de promotion de la santé. Allez-y, voyez-les, rencontrez-les, c'est absolument indispensable que vous soyez les références et les acteurs d'excellence de la santé dans vos régions. Enfin, Djilali, pour la loi de bioéthique et pour vous tous, donc il y avait hier à Besançon la réunion des espaces éthiques régionaux pour consulter ces espaces afin de trouver les thèmes que chacune d'entre elles ou chacun d'entre eux allait prendre en charge pour la révision des lois de bioéthique. Donc on peut dire d'une certaine manière, mais ceci n'est pas encore officiellement annoncé, que la révision de la loi de bioéthique se met en route. Il y aura bien sûr à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine un top départ formel avec notamment la proposition d'un site internet permettant la consultation publique sur la loi de bioéthique, mais aussi toute la partie conférence citoyenne qui va être organisée par le Centre national d'éthique, qui est animé aujourd'hui par Jean-François Delfrécy, avec une partie également donc, de conférences citoyennes, donc le CCNE d'un côté, les conférences citoyennes et bien sûr un pont avec le travail des espaces éthiques régionaux et ces actions qui seront des actions coordonnées par le CCNE. Le CCNE a déjà rencontré les organismes éthiques des organismes scientifiques pour recueillir les thèmes qui étaient aujourd'hui prévalents dans ce domaine. Et tous ces éléments-là vont être progressivement organisés avec un programme complet qui nous emmènera vraisemblablement jusqu'à la fin de l'été et une version de la loi de bioéthique révisée sera proposée au gouvernement avec un débat parlementaire qui pourrait être
à peu près considéré aux alentours de l'hiver 2018-2019. Voilà à peu près les éléments de la loi de bioéthique. Et il y a sûrement des thèmes qui ne sont pas aujourd'hui complètement envisagés et qui apparaîtront. Tu as clairement indiqué l'un de ceux-là, Djilali, sur la médecine personnalisée, les aspects éthiques que cela pouvait poser. D'autres, par exemple, sur l'usage des produits génétiquement modifiés. On pense notamment à tout ce qui est les végétaux ou les produits de l'agriculture qui viendront sans doute rentrer dans une loi de bioéthique qui n'avait pas l'habitude de ces thèmes. On voit que le sujet de l'environnement commence à nous préoccuper. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci beaucoup. Merci Benoît pour cette réponse très complète. Merci aussi pour les messages passés. Je crois qu'ils sont clairement entendus et ça constitue, je pense, autant de pistes de réflexion pour nos futurs échanges d'ici les assises de l'année prochaine à Poitiers. 2 interventions ultra courtes, puisque je me fais gronder d'ores et déjà. Donc oui. Françoise Digna-Georges et Philippe. Oui. Simplement pour ajouter qu'un acteur de prévention, de proximité, de premier recours qui n'a pas été assez cité, c'est le pharmacien. Jamais cité. Nos étudiants sont formés à la vaccination, asthme, BPCO, éducation thérapeutique et relaient ces messages lors des stages, 2e, 3e, 6e année, au niveau des officines, au niveau de la population. Donc un acteur dans le réseau interprofessionnel important. Philippe Morla, dernier intervenant. Oui, ma question est pour Monsieur Vallée. On est tous convaincus des bienfaits en tant que citoyens professionnels de santé de mettre en place des actions de prévention. On a tous la fibre à vouloir dire que les hôpitaux vont s'en occuper. Vous savez pertinemment qu'on est à ce moment-là pas du tout dans le modèle T2A. Vous avez évoqué avec bonheur, si je puis dire, des appels d'offres à venir dans le domaine du tabac. Il y en aura peut-être dans d'autres domaines de la prévention. Est-ce que c'est les seules modalités d'accompagnement qui vont être mises en place, ces appels d'offres, qui ne sont donc pas, par définition, des actions pérennes, ou est-ce qu'il y a, dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux publics, d'autres modalités de déclenchement, on va dire, de ces actions pour donner un caractère un peu volontariste à tout ça? Donnons une réponse très courte. Alors je réponds très très brièvement parce que ceci est plutôt dans le domaine d'action de la Direction générale de l'offre de soins ou de la Direction de la sécurité sociale. Simplement pour dire qu'il y a évidemment aujourd'hui un souhait de faire évoluer la tarification à l'activité. Je pense que la ministre l'a clairement annoncé et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale présente des expérimentations qui iront dans ce sens-là, y compris des intéressements des établissements eux-mêmes à l'amélioration des moyens de l'assurance maladie. Et nous avons des travaux conjoints avec la direction de la sécurité sociale, mais aussi l'assurance maladie, sur l'évolution de la tarification même à l'activité, permettant d'inclure des actes de prévention dans, par exemple, le parcours de l'obèse, le parcours de la chirurgie de l'obésité notamment, ou le parcours du diabétique. Donc ou l'insuffisance rénale, enfin il y a plusieurs expériences qui sont attestées ou déjà en train d'être mises en place sur ces sujets-là. Très évidemment, si la chirurgie de l'obésité s'est autant développée, c'est aussi parce qu'elle a été encouragée par une tarification très favorable et elle est de fait en France à une place que peu de pays européens connaissent de manière aussi importante. Donc on sait le caractère inductif d'une modalité de financement, et donc vous avez raison de solliciter cette question. Et donc ça fait partie, je dirais, du travail d'aiguillon que la Direction générale de la santé porte pour éviter d'être strictement dans une rémunération à l'acte curatif. Voilà. Merci. Je vais donc clore cette séance et passer la parole au président des conférences pour la synthèse et la fin de cette session. Merci. La synthèse, je pense qu'on va en reparler entre nous. Je pense que tout le monde a été nourri ce matin à nouveau. Moi, je voulais juste vous dire 3 petits points. La première chose, c'est qu'à nouveau, je voulais remercier tous les participants, quelles que soient les modalités de leur participation. Je veux dire au succès, je pense, des échanges et des thématiques développées. Ça va continuer de suivre. On ne va pas tout reprendre. Ce matin, par exemple, le 3e cycle fera l'objet de diffusion de documents comme le reste.
tout a été filmé, c'est-à-dire qu'on est en mesure de profiter de la richesse des échanges. La deuxième chose que je voulais dire, nous avons eu le plaisir hier d'avoir la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, et de sa conseillère Isabelle Richard, que je remercie à nouveau pour tout le lien qu'elle a établi. Agnès Buzyn, comme vous le savez, n'a pas pu venir, bloquée au Sénat par le PLFSS, mais le ministère des Affaires sociales et de la Santé a été très largement représenté au cours de ce séminaire. Hier, Cécile Courrèges, ce matin, Benoît Vallée, mais nous avons eu aussi Lionel Collet, qui est le conseiller spécial d'Agnès Buzyn, qui a assisté à la totalité de notre séminaire. Vraiment, je remercie Yann Bubien qui est arrivé hier soir, qui est resté, François Lemann aussi, la DGOS. Enfin, je veux dire que ça montre aussi, au-delà de lettres de mission que nous avons reçues, l'attention de nos ministères à nos travaux. Et je crois aussi que c'est un signe assez fort d'encouragement pour travailler cette année, préparer les assises de Poitiers. Je terminerai simplement pour vous faire part quand même de l'apostrophe que j'ai ressentie de la dernière session, que j'ai trouvée remarquable sur cette apparemment sain. Je me suis dit que dans un souci de bien-être collectif, j'ai pris 2 décisions. D'abord, j'ai fait enlever l'alcool du buffet. Et deuxièmement, avant d'ouvrir le buffet, je vous propose une demi-heure de marche dans les rues de Nancy. Allez, bon appétit à vous et à bientôt à Poitiers. Bon retour chez vous.